Et si on appliquait la rigueur de la méthode scientifique, celle des labos, à des questions de foi, c'est le pari un peu fou d'un médecin resté anonyme, le docteur Heller, dans son livre « La croisée des chemins ». Aujourd'hui, on va décortiquer son enquête, un vrai voyage aux frontières de ce qu'on pense savoir. Voilà, tout part de là. Un médecin, son quotidien, c'est quoi? C'est la preuve. Il faut des faits, des données, des résultats qu'on peut reproduire. Alors il a décidé d'appliquer cette même exigence à des phénomènes qu'on qualifie de surnaturels. C'est vraiment ce choc entre deux mondes, celui de la preuve et celui de la foi, qui est le moteur de toute son investigation. Logiquement, le docteur Heller commence son enquête sur son terrain de jeu, la médecine. Et son premier sujet d'étude, ce sont les guérisons médicalement inexplicables. Pour ça, il se penche sur le système d'analyse de Lourdes, en France, un lieu qui est un peu le cas d'école mondial pour ce genre de phénomène. Attention, pour qu'une guérison soit même examinée à Lourdes, il faut qu'elle passe un filtre incroyablement sévère de 7 critères. On ne parle pas d'une petite amélioration, hein. Il faut une maladie grave, jugée incurable. La guérison doit être soudaine, complète, durable et surtout absolument pas explicable par un quelconque traitement. Le but, c'est d'éliminer toute autre possibilité, comme un effet placebo ou une rémission spontanée. Et le résultat de cette sévérité, il est parlant. Sur plus de 7000 cas soumis depuis le 19e siècle, à peine 70 ont été reconnus comme miraculeux par l'Église. 70, c'est infime. Mais pour l'auteur, ce n'est pas du tout un échec. Au contraire, ça montre que le système est objectif et scientifiquement intègre. Pour que ce soit plus concret, l'auteur prend des cas précis, comme celui de Vittorio Micheli. Cet homme avait un cancer des os si avancé que son bassin était, pour ainsi dire, désintégré par la tumeur. Après son pèlerinage, les radios ont révélé quelque chose de stupéfiant. Pas une cicatrisation, non, une reconstruction complète de l'articulation. Un os tout neuf. C'est ce qu'on appelle une restitutio ad integrum, un phénomène que la médecine considère comme impossible. Bon, on quitte les dossiers cliniques pour basculer vers la science médico-légale. Le docteur Heller s'intéresse maintenant à un tout autre phénomène, les miracles eucharistiques. Ce sont ces cas où des hosties qui sont à la base du simple pain présenteraient soudain des caractéristiques biologiques qu'on peut analyser en laboratoire. Là, on touche à un pilier de la science, la reproductibilité. Un événement unique, par définition, on ne peut pas le reproduire en labo. Alors la question que se pose l'auteur, c'est est-ce qu'on pourrait quand même trouver des marqueurs physiques qui seraient constants? Les mêmes indices, la même signature biologique, sur des événements séparés par des siècles et des continents. L'auteur a donc compilé les rapports scientifiques de plusieurs de ces cas. Et c'est là que ça devient troublant. Qu'on soit en Italie au 8e siècle, à Buenos Aires dans les années 90 ou en Pologne dans les années 2000, des laboratoires différents à des époques différentes arrivent à des conclusions étrangement similaires. Et voilà la fameuse signature biologique qui semble se répéter. Systématiquement, les analyses trouvent quoi? Du muscle cardiaque humain, du myocarde. Le groupe sanguin est toujours AB. Et, chose encore plus étonnante, les analyses récentes décrivent un tissu qui a les caractéristiques d'un tissu vivant, et même en état de souffrance. Pour le docteur Heller, cette répétition de marqueurs si spécifiques, c'est ce qui se rapproche le plus d'une preuve reproductible. On change à nouveau de discipline. Après la médecine et la biologie, l'enquête nous emmène sur le terrain de l'histoire. L'auteur s'attaque maintenant aux prophéties, et particulièrement à celles qui viendraient d'apparitions mariales. L'idée est simple, les confronter aux faits historiques des années plus tard. La chronologie met en parallèle des annonces et des événements majeurs. Par exemple, à Fatima, en juillet 1917, un avertissement est donné sur la Russie. 3 mois plus tard, c'est la révolution bolchevique. Autre exemple, au Rwanda, en 1982, des voyants décrivent des scènes de massacre, une rivière de sang. 12 ans plus tard, le génocide rwandais éclate. L'auteur compare ici 2 types de prophéties. D'un côté, Fatima, avec une portée mondiale, annonçant des bouleversements sur des décennies. De l'autre, Kibéo, avec une portée locale, mais dont les descriptions des horreurs à venir auraient été, selon les témoins, d'une précision terrifiante. Et pour donner du poids à ces événements, l'auteur souligne leur caractère public. Le cas de Fatima est assez dingue pour ça. Le 13 octobre 1917, une foule d'environ 70 000 personnes s'était rassemblée. Et il n'y avait pas que des fidèles, loin de là. Il y avait des journalistes, des sceptiques, et tous ont témoigné d'un phénomène solaire complètement fou qui avait été annoncé à l'avance. 4e et dernière piste de l'enquête. On revient à la médecine, mais cette fois-ci du côté des neurosciences. L'auteur explore maintenant une autre énigme qui bouscule de certitude, les expériences de mort imminente, ou EMI. Les témoignages sur les EMI posent une question fondamentale. Le modèle scientifique classique, c'est que le cerveau produit la conscience. C'est l'activité de nos neurones. Mais si des gens rapportent des expériences très claires, très structurées, alors que leur cerveau est cliniquement inactif, est-ce que notre modèle est complet?
Le cas de Pam Reynolds est souvent cité comme la référence. Les conditions de son opération étaient extrêmes, mais surtout parfaitement contrôlées. Son corps a été refroidi, son cœur arrêté, son cerveau vidé de son sang, et son électroencéphalogramme était plat, zéro. Médicalement, toute conscience était donc impossible. Et pourtant, pendant cette période où son cerveau était éteint, Pam Reynolds a rapporté des perceptions ultra précises qui ont été vérifiées après coup. Elle a décrit une scie chirurgicale qu'elle n'avait jamais vue, elle a répété des phrases entendues dans le bloc, alors que ses yeux étaient scotchés et ses oreilles bouchées. Pour l'auteur, ce genre de données ne colle juste pas avec l'idée que la conscience est seulement un produit du cerveau. On arrive donc à cette fameuse croisée des chemins, au point de convergence de toutes ces pistes d'enquête. L'auteur a bâti son argumentation en explorant des domaines très différents, chacun avec ses propres critères de preuve. Pour résumer, on a eu 4 grands axes d'investigation. D'abord le clinique, avec les guérisons. Puis le médico-légal, avec les analyses au microscope. Ensuite l'historique, avec les prophéties et les faits. Et enfin, les neurosciences, avec l'énigme de la conscience. L'argument final de l'auteur n'est pas de dire « voilà, j'ai une preuve irréfutable ». Non, son argument clé, c'est la convergence. C'est le fait que des données anormales venant de champs aussi différents que la biologie, l'histoire ou la médecine semblent toutes pointer dans la même direction. Une direction que la science actuelle peine à expliquer. C'est un faisceau d'indices. Au final, ce livre nous laisse avec cette question immense. En scientifique honnête, l'auteur ne donne pas la réponse. Il se contente de mettre sur la table une série de faits documentés qui bousculent nos modèles. Et la question de savoir où se trouve la frontière entre ce que la science peut expliquer et ce qui, peut-être, appartient à une autre dimension, eh bien cette question reste grande ouverte.